Imaginez qu'une simple erreur, comme ne pas se baisser en franchissant une porte, puisse changer le cours d'un pays tout entier. Eh bien, ce n'est pas une fiction, ni une histoire inventée pour une série médiévale. C'est une histoire vraie. Et cela n'est pas arrivé à un paysan négligent, ni à un serviteur épuisé. C'est arrivé à un roi, à Charles VIII de France, qui a trouvé la mort dans un lieu aussi improbable qu'une salle de sport, au milieu du XVe siècle. Nous sommes en 1498. L'Europe est marquée par des guerres dynastiques, des alliances instables et des ambitions impériales. La France, l'une des puissances du continent, est sous le règne de Charles VIII, un jeune monarque monté sur le trône à l'âge de 13 ans après la mort de son père, Louis XI. Charles, surnommé Le Courtois, pour son apparence délicate et ses manières douces, rêvait de conquérir l'Italie. Mais le destin lui réserva un autre destin. Ce jour-là, le 7 avril 1498, le roi n'était ni sur un champ de bataille, ni à une réunion d'État. Il se trouvait au château d'Amboise, l'un des plus beaux coins du Val-de-Loire. Une résidence royale ornée de jardins à l'italienne, de tours gothiques et de passages secrets. Ce samedi-là, se déroulait un match de paume, ancêtre du tennis moderne, disputé en salle. Pour Charles, passionné de ce sport, assister à ce match était un répit bienvenu. Voici maintenant un détail curieux. L'accès au terrain de jeu se faisait par une porte en pierre au linteau particulièrement bas. Certains historiens pensent que cette porte avait été intentionnellement conçue de cette façon, afin que quiconque y pénétrait soit obligé de s'incliner en signe de révérence. Mais Charles VIII, grand pour son époque, environ 1,73 m, alors que la taille moyenne était de 1,60 m, oublia cette petite précaution. Distrait, il discutait avec animation avec son entourage. En franchissant le seuil, sa tête heurta violemment le linteau de pierre. Au début, le coup parut inoffensif. Le roi fit même quelques pas et assista à une partie du match. Mais quelques minutes plus tard, il commença à chanceler. Il articula difficilement, son visage perdit ses couleurs et petit à petit, il perdit connaissance. Il fut immédiatement conduit dans ses appartements. Pendant des heures, médecins et guérisseurs tentèrent d'abord de le ranimer par des saignées, des potions et des prières. En vain. Charles VIII meurt cette même nuit à l'âge de 27 ans. Arrêtons-nous un instant. Réfléchissons à ceci. Un roi meurt pour ne pas s'être incliné, et avec sa mort, non seulement un monarque disparaît, mais une faille s'ouvre dans la politique européenne. Car Charles est mort sans descendance légitime. Et cela, pour une monarchie du XVe siècle, était une bombe à retardement. Qui hériterait du trône? Quelles alliances seraient brisées? Quelle guerre commençait à se préparer discrètement? Mais avant d'aborder les conséquences qui ont transformé le paysage politique européen, examinons de plus près le contexte. Car, même si l'accident peut sembler être un simple hasard, des détails fascinants suggèrent que la mort de Charles VIII était non seulement tragique, mais inévitable. Comme si l'histoire avait progressé pierre par pierre pour atteindre ce seuil fatidique. Par exemple, saviez-vous que Charles avait passé ses dernières années obsédé par les campagnes d'Italie, au point de négliger complètement les affaires intérieures du royaume, et que sa santé mentale et physique s'était considérablement détériorée en raison du stress constant de la guerre, des défaites militaires et des échecs diplomatiques? Certains chroniqueurs contemporains ont noté que Charles vieillissait prématurément et que ses crises de nerfs devenaient plus fréquentes. Même le château d'Amboise, où il mourut, était chargé de symbolisme. Il fut l'un des premiers en France à intégrer l'influence de la Renaissance italienne, avec ses lignes élégantes et ses cours harmonieuses. Il était, en quelque sorte, le reflet architectural du rêve inassouvi de Charles, conquérir et renaître par l'Italie. Et là, dans un lieu construit pour représenter sa vision de la grandeur, l'attendait la porte qui mettrait fin à tout. La structure basse, l'insouciance, le coup. Un monarque réduit d'une pierre,
Et c'est ici, aux confins de cette image surréaliste, que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. Car sa mort, loin de clore un chapitre, en ouvre un autre encore plus turbulent. L'ascension inattendue de Louis XII, cousin du roi, un noble qui n'aurait jamais pensé qu'il finirait avec la couronne sur la tête. Louis d'Orléans, plus tard connu sous le nom de Louis XII. Avec la mort soudaine de Charles VIII, sans laisser d'héritier direct, la succession devint une urgence nationale. Dans la monarchie française, le trône ne passait pas à n'importe quel proche parent, mais devait suivre les règles strictes de la loi salique. Seuls les hommes pouvaient hériter, et toujours par la lignée masculine. Ainsi, Louis d'Orléans, cousin germain du défunt Charles, et descendant direct de Charles Quint, fut proclamé roi. Mais c'est ici que commence un autre aspect fascinant de cette histoire. Louis XII n'a pas seulement hérité de la couronne, il a également hérité des dettes de Charles VIII, de ses ambitions militaires et, à la surprise générale, de sa propre veuve. Oui, vous avez bien entendu. La reine douairière Anne de Bretagne, mariée à Charles dans le cadre d'une stratégie visant à unifier le puissant duché de Bretagne au royaume de France, fut contrainte par des considérations politiques d'épouser le nouveau roi. Le mariage d'Anne et de Louis XII n'était ni une question d'amour ni de désir. C'était une manœuvre stratégique visant à garantir que la Bretagne ne se séparerait pas du royaume après la mort de Charles. Pour épouser Anne, Louis XII dut annuler son précédent mariage. Et ce ne fut pas une mince affaire. L'Église désapprouvait la rupture des liens sacrés pour des raisons politiques. Louis, astucieux et déterminé, se tourna donc vers le pape Alexandre VI, oui, le pape Borgia, célèbre pour ses intrigues et ses scandales, pour obtenir une annulation. Il y parvint en échange de concessions politiques et de faveurs ecclésiastiques. Par ce geste, Louis XV consolide la domination française sur la Bretagne, mais hérite également de l'obsession de son prédécesseur, l'Italie. C'est ici que l'histoire prend des accents presque poétiques de répétition. Charles VIII avait envahi l'Italie pour conquérir Naples, se croyant héritier légitime du trône napolitain en raison d'un conflit dynastique. Il échoua. Son armée, affaiblie par la maladie et la résistance locale, rentra en France humiliée. Mais Louis XII reprit la même campagne, cette fois avec le duché de Milan en ligne de mire, sur lequel il revendiquait également des droits par héritage maternel. Et comme si le destin était déterminé à transformer la tragédie en un cycle, Louis XII allait lui aussi connaître les trahisons, les défaites et les pièges diplomatiques qui avaient démarqué les dernières années de Charles. Mais cela ne l'arrêta pas. Au contraire, cela renforça le mythe du roi de la Renaissance, le monarque qui voyait en l'Italie non seulement une conquête, mais aussi une renaissance culturelle. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Que serait-il arrivé si Charles VIII n'était pas mort cet après-midi-là, heurté contre un montant de porte? Aurait-il réussi à stabiliser son règne? Aurait-il accepté ses échecs militaires? Aurait-il eu un fils, évitant ainsi la succession de Louis XII et les jeux d'alliance qui s'ensuivirent? L'histoire n'accorde généralement pas de seconde chance, mais elle donne parfois des signes. Et à y regarder de plus près, on constate que la mort de Charles VIII ne fut pas seulement une tragédie intérieure. Elle marqua un tournant dans la politique française. Sa fin inattendue reconfigura la carte interne du pouvoir, raviva de vieilles en guerre, et ce faisant, changea le destin d'Anne de Bretagne, qui, bien qu'étant au centre de tout, est rarement considérée comme la protagoniste de cette histoire. Et puisqu'il s'agit de protagonistes oubliés, une autre figure silencieuse mérite d'être mentionnée, le château d'Amboise lui-même. Non seulement il fut le témoin de l'accident mortel de Charles, mais il deviendra, des années plus tard, la dernière demeure d'un génie universel, Léonard de Vinci. Oui, c'est dans ce même château que Léonard de Vinci vécut ses dernières années, invité par François Ier, successeur de Louis XII. Coïncidence? Destin? Ironie? Historique? En vérité, Amboise fut le théâtre de multiples alternances de pouvoir, de décès royaux,
et de naissance symbolique. Et là, entre pierres anciennes et portes dangereuses, résonne encore l'écho de cet après-midi où un roi refusa de s'incliner. Et si cela vous paraît assez fou, attendez d'entendre les théories plus sombres qui ont émergé après la mort de Charles, car certains chroniqueurs de l'époque ne croyaient pas à un simple accident, et ils ont commencé à murmurer qu'il s'agissait d'une conspiration. Bien que la version officielle affirme que Charles VIII est mort, après s'être cogné la tête contre un linteau. Des voix s'élevèrent parmi les nobles, les chroniqueurs et même les membres du clergé pour contester cette explication. Ce n'était pas la première fois qu'un roi mourait accidentellement en Europe, et nombreux étaient ceux qui savaient qu'à la cour, les accidents étaient souvent soigneusement planifiés. Commençons par le contexte. Charles, VIIIe, était jeune, certes, mais il ne bénéficiait plus de la faveur absolue de ses alliés. Ses campagnes en Italie avaient non seulement échoué, mais avaient laissé la France lourdement endettée. L'enthousiasme initial pour un roi qui promettait expansion et gloire s'était transformé en déception. Le peuple commençait à s'impatienter. La noblesse murmurait. Les adversaires, à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume, flairaient la faiblesse. Et le plus inquiétant, c'est que Charles n'avait pas d'héritier. Son mariage avec Anne de Bretagne, bien que politiquement puissante, n'avait pas donné naissance à un enfant mâle vivant. Il y eut bien sûr des tentatives, mais le couple perdit plusieurs enfants en bas âge, un phénomène courant à l'époque, mais dévastateur pour une couronne qui avait besoin de continuité. Cela la rendit vulnérable, très vulnérable. Alors pourquoi ne pas considérer que sa mort, dans un espace clos, à accès contrôlé et sans témoins impartiaux, aurait pu être provoquée? Certains soupçonnaient une rivalité croissante au sein de la cour. L'entourage de Louis d'Orléans, futur Louis XII, avait historiquement été en désaccord avec les plus proches conseillers de Charles. Bien qu'officiellement alliés, les tensions entre les deux branches de la famille royale étaient si intenses qu'elles auraient pas pu être tranchées d'un coup d'épée. Si Charles était encore en vie, il aurait tenté une nouvelle campagne militaire et cherché à marier l'une de ses nièces ou cousines à des princes étrangers, compliquant encore davantage la ligne de succession. Et si quelqu'un voulait accélérer le processus? L'une des rumeurs les plus persistantes fut rapportée par le chroniqueur Jean d'Auton, qui remarqua que l'entrée du terrain de jeu de paume, où l'accident eut lieu, avait été récemment modifiée. Le linteau était neuf, poli et plus bas que celui des autres structures similaires du château. Coïncidence? Peut-être. Mais dans un monde où même les récipients à boire étaient examinés par des dégustateurs et où les robes des rois étaient inspectées à la recherche de poisons cachés, le moindre détail architectural suspect pouvait faire sourciller. Dans ce même château, des années plus tard, des passages secrets furent découverts, reliant des chambres privées aux sorties secrètes. Un lieu idéal pour l'espionnage, l'évasion ou le crime parfait. Cependant, en l'absence de preuves concluantes, la version officielle demeurait. Charles VIIIe était mort d'un coup à la tête. Mais dans les années qui suivirent, le doute persista, alimenté par la rapidité avec laquelle Louis XII prit le pouvoir, le silence gêné de la reine Anne, qui ne manifesta jamais beaucoup de chagrin, et la disparition de certains serviteurs présents ce jour-là peu après l'incident. Mais parlons de Charles au-delà de sa mort, car sa vie fut une fascinante contradiction. Un roi qui se voulait guerrier, mais n'en eut jamais le courage. Un homme obsédé par l'Italie, mais coincé en France. Un monarque visionnaire, mais malchanceux. Dans sa jeunesse, Charles avait été considéré comme un enfant prodige. Il connaissait le latin, parlait avec grâce et comprenait l'architecture et la peinture. C'est lui qui lança la mode des jardins à l'italienne en France. Pourtant, à la guerre, il était impulsif. Il désobéissait à ses conseillers. Il rêvait de couronnes étrangères tandis que le sol s'effondrait sous ses pieds. Son corps fut inhumé dans la basilique Saint-Denis, aux côtés d'autres rois de France. Mais son héritage est diffus. Ni héros, ni méchant. Plutôt un symbole d'avertissement.
la fragilité de la gloire et la possibilité pour un roi de tomber s'il ne baisse pas les yeux. Voici un autre fait qui va vous surprendre. Après la mort de Charles, la France est entrée dans une période de fascination pour les morts accidentelles de personnages illustres. Poètes, dramaturges et peintres ont commencé à dépeindre l'idée du coup invisible, du destin qui vous surprend en une seconde sans prévenir. On dit même que cet événement a inspiré les premières versions du personnage de la mort masquée dans la littérature française. Et en parlant de masques et d'ombres, à la page suivante, nous pénétrerons au cœur du château d'Amboise, explorant les mystères et les secrets cachés dans ses murs. Car si Charles VIII fut sa victime la plus célèbre, il n'était pas le seul. Le château d'Amboise, au-delà de sa renommée pour la mort de Charles VIII, recèle une histoire de secrets, de trahison et de présences inquiétantes qui en font l'un des lieux les plus mystérieux de la monarchie française. Situé sur un promontoire dominant la Loire, sa position stratégique en a fait une résidence favorite des rois, mais aussi un lieu de conspiration, d'exécution et de disparition. Certains historiens affirment qu'Amboise était plus qu'un simple palais royal. C'était un centre de pouvoir. Depuis ses tours, on surveillait non seulement les champs, mais aussi les courtisans. Ces murs furent le théâtre de tortures subtiles et d'alliances signées avec du vin empoisonné. L'un des événements les plus sombres associés au château s'est produit en 1560, plus d'un demi-siècle après la mort de Charles VIII. La conspiration d'Amboise, il s'agissait d'une tentative désespérée des Huguenots, protestants français, d'enlever le roi François II, un adolescent manipulé par la puissante famille catholique des Guises. Le complot fut découvert avant même d'avoir pu être mis à exécution et le château fut transformé en un lieu de massacre. Au cours de cette purge, plus d'1 millier de personnes furent exécutées. Leurs corps furent pendus à des balcons, des arbres et même à des gargouilles de pierre. On raconte que le sang coula sur les marches du château, teignant en rouge les fontaines ornementales. Tout cela au nom de la foi et de la loyauté envers le trône. Bien que cet épisode se soit produit des décennies après la mort de Charles, il a contribué à consolider la légende selon laquelle le château était maudit. Des histoires de présence spectrale commencèrent à circuler parmi les serviteurs et les soldats qui patrouillaient la nuit. La silhouette d'un jeune homme, vêtu à la manière du XVe siècle, apparaissait fréquemment dans le couloir nord. Grand, pâle, la tête ensanglantée. Nombreux étaient ceux qui l'identifiaient à Charles VIII lui-même, condamné à l'errance pour ne pas s'être baissé à temps. Mais tout n'était pas tragique à Amboise. Au milieu de son sombre héritage, on trouvait aussi des moments de génie. Au début du XVIe siècle, le château abritait le plus grand génie de la Renaissance, Léonard de Vinci. François Ier, jeune et passionné d'art et de sciences, invita personnellement Léonard de Vinci à venir vivre en France. Léonard, désormais âgé, accepta la proposition et s'installa au Clos Lucé, une résidence à 2 pas du château principal. De là, l'artiste italien empruntait un passage souterrain, toujours existant, pour rendre visite au roi et lui montrer ses inventions, croquis et maquettes. Au Clos Lucé, des répliques de certaines inventions de Léonard de Vinci, jamais réalisées, sont encore conservées. Ponts tournants, véhicules automoteurs et même des plans de scaphandres. François Ier considérait Léonard non seulement comme son maître, mais aussi comme un ami proche. Léonard mourut en France en 1519 et, selon la tradition, fut enterré dans la chapelle Saint-Hubert, dans l'enceinte du château d'Amboise. Son tombeau, discret mais symbolique, est aujourd'hui décoré de fleurs et de crayons, laissés par des artistes et des admirateurs du monde entier. Quel lieu plus propice à un repos paisible que le château même, où un roi mourut pour n'avoir pas regardé en bas. L'ironie ne nous échappe pas. 2 hommes brillants, pourtant très différents. L'un, un monarque impétueux, l'autre un génie serein, unis par le même espace. L'un est mort de maladresse, l'autre de vieillesse, mais tous deux ont marqué l'histoire de France et les pierres d'Amboise. Et voici un détail peu connu.
Dans une lettre écrite par l'un des assistants de Léonard, il est mentionné que de Vinci était au courant de l'accident de Charles VIII. Il est même allé jusqu'à dessiner un croquis recréant la scène, cherchant à comprendre comment un tel coup avait pu tuer un jeune homme si rapidement. Ce dessin, perdu dans le temps, est recherché par les historiens de l'art depuis des siècles, comme si une vérité plus profonde sur le destin et la mort pouvait se trouver sur cette feuille de papier perdue. Et puisque nous parlons de destin et de coïncidence fatale, je vous raconterai à la page suivante comment le coup porté à la tête de Charles VIII a inspiré des idées médicales et philosophiques qui ont perduré pendant des générations. Car à la Renaissance, un véritable accident pouvait se transformer en théorie scientifique ou en morale déguisée en tragédie. Lorsque le crâne de Charles VIII s'écrasa contre le linteau bas du château d'Amboise, ce n'était pas seulement un os brisé. Il ouvrit une brèche dans la perception médiévale de la mort royale. Sa disparition soudaine, sans guerre, sans poison, sans trahison, força les érudits, les médecins et les philosophes de son temps à affronter une vérité dérangeante. Le corps du roi, bien que sacré et consacré, était aussi mortel et vulnérable à l'absurde. Pendant des siècles, la mort de Charles a été étudiée non seulement comme un fait historique, mais aussi comme un cas médical paradigmatique. Le terme qui est devenu populaire parmi les anatomistes du XVIe siècle était choc royal ou le choc du roi. Aux universités de Padoue et de Montpellier, des étudiants en médecine ont disséqué des crânes et reconstitué des hypothèses. S'agissait-il d'une hémorragie cérébrale, d'une fracture occipitale ou d'un traumatisme crânien avec œdème soudain? L'un des premiers traités sur les traumatismes crâniens en Europe, publié en 1518, consacre un chapitre entier à la mort de Charles VIII. Il décrit avec une précision étonnante les symptômes possibles dont le roi aurait souffert, malgré le fait que les médecins de la cour aient à peine pu l'examiner avant son effondrement. Ce texte constitue l'une des premières tentatives de systématisation de l'étude des traumatismes contondants, précurseur de ce que l'on appelle aujourd'hui les traumatismes crâniens, TC. Au-delà du domaine médical, la mort étrange du roi a également eu un impact sur la philosophie politique et littérature moralisatrice de l'époque. Certains moralistes profitèrent de l'événement pour émettre des avertissements voilés sur la vanité, la précipitation et l'arrogance du pouvoir. L'un d'eux était Érasme de Rotterdam, qui, bien qu'il n'ait jamais mentionné directement Charles, a écrit dans son ouvrage « Éloge de la folie » une série de passages qui semblent inspirés par l'histoire. Il n'y a rien de plus faible qu'un homme qui oublie de regarder où il met les pieds, et rien de plus tragique qu'un prince qui ne voit pas le seuil de son destin. De nombreux érudits pensent que cette phrase, voilée de satire, était une critique des dirigeants qui agissaient sans réfléchir. La marque est également restée dans l'art. Plusieurs tapisseries flamandes du début du XVIe siècle représentent des figures royales de profil, légèrement penchées en avant. Ce n'était pas pour des raisons esthétiques, c'était un message. Par de petits gestes symboliques, les artistes suggéraient la vertu d'humilité et l'importance de s'incliner devant les petites choses. Car, comme le disaient certains aphorismes de l'époque, parfois, le seuil est plus dangereux que la porte. Même dans le théâtre populaire, notamment dans les farces françaises, les pièces comiques parodiant des rois morts de manière ridicule commencèrent à proliférer. Un personnage récurrent, roi trébuchant, mourait systématiquement pour ne pas s'être penché ou pour avoir regardé le ciel au lieu de la terre. Ces représentations n'étaient pas seulement divertissantes, elles constituaient aussi une catharsis collective face à la fragilité de ceux qui prétendèrent détenir le droit divin de gouverner. Et même si l'histoire peut paraître tragicomique, la vérité est que l'impact fut profond. Les gens commencèrent à parler de « avertissement de Pierre », comme si le linteau frappé par Charles VIII avait été un signe envoyé par des forces invisibles. Certains disaient même que le château était hanté et que quiconque y vivait sans humilité y trouverait la mort. La superstition devint si répandue que, pendant des décennies, les rois qui visitaient Amboisille
ont ordonné de relever les linteaux ou de s'incliner en entrant, comme si cela les protégerait de la répétition de l'histoire. Aujourd'hui, la porte par laquelle Charles VIII entra avant sa mort existe toujours. Elle est protégée par une grille et marquée d'une plaque discrète sur laquelle on peut lire simplement « Ici mourut le roi Charles VIII, 1498. Il n'y a ni statue, ni fleurs, ni bougie. Juste une pierre basse et un vide historique chargé de sens. Mais que s'est-il passé après sa mort? Qui a pris le trône? Et quelles conséquences politiques la mort d'un jeune roi, sans héritier mâle, dans des circonstances aussi banales a-t-elle eu? Car s'il y a une chose que l'histoire ne pardonne pas, c'est bien la vacance du pouvoir. Et lorsque le trône de France s'est soudainement retrouvé sans roi, les requins politiques ont commencé à s'immiscer dans les parages. À la page suivante, nous explorerons comment la mort absurde de Charles VIII a conduit à l'une des transitions de pouvoir les plus cruciales de la monarchie française, ouvrant la voie à une nouvelle lignée qui allait changer à jamais le visage du pays. L'écho du crâne de Charles, 8 heurtant la pierre du château d'Amboise, ne fut pas seulement un grondement physique. Ce fut une onde de choc qui secoua la politique européenne, car le monarque, mort de manière si inhabituelle, ne laissa aucun héritier mâle. Il ne laissa même pas de plan de succession clair. Et dans une monarchie aussi puissante que la française, ce fut un séisme institutionnel. Dès que la nouvelle de la mort du roi fut confirmée, une course au palais éclata, digne d'une partie d'échecs entre dynasties. Charles appartenait à la dynastie des Valois, une branche directe de la lignée capétienne. Mais avec sa disparition, le trône allait passer à un proche parent. Louis, duc d'Orléans, cousin germain du roi et descendant de Charles Quint lui-même. Louis n'était pas à Amboise au moment de la mort, mais, selon les chroniques de l'époque, en apprenant la nouvelle, il sauta du lit et cria « La France m'appelle !» En moins de 24 heures, il était en route vers le château, escorté par une troupe improvisée de fidèles, de médecins et de notaires. Louis d'Orléans fut couronné à Reims quelques mois plus tard, prenant le nom de Louis d'Os. Cette transition ne se résumait pas à un simple changement de nom dans les chroniques. Elle marquait un avant et un après dans l'histoire de France. Contrairement à son prédécesseur, Louis XII était un réformateur en puissance. Il souhaitait endiguer la corruption, réorganiser le système judiciaire et mieux répondre aux besoins du peuple. Sa devise était d'ailleurs « le père du peuple ». Cependant, tout n'était pas stable. Le changement de roi impliquait également un repositionnement international. Charles VIII avait laissé plusieurs campagnes militaires ouvertes, notamment en Italie, qui exigeaient des décisions immédiates. Louis XII, nouveau monarque, devait choisir entre poursuivre les ambitions militaires de son cousin décédé ou rechercher la paix avec les États italiens. Il décida de poursuivre la guerre, mais avec une tactique différente. Ainsi, la soi-disant Première Guerre d'Italie se transforma en un conflit plus vaste qui opposa la France au Saint-Siège, aux Habsbourg et à d'autres puissances émergentes. Mais au-delà de la politique, les Français vivaient un paradoxe émotionnel. D'un côté, la mort absurde de Carlosin Octavo avait déclenché des blagues et des superstitions, comme nous l'avons vu auparavant. En revanche, le souvenir d'un jeune roi enthousiaste et amateur de jeux d'argent laissait une étrange nostalgie. C'était la fin d'une ère de jeunesse et de promesses, quoique de courte durée. Dans de nombreuses villes françaises, des messes étaient célébrées non seulement pour l'âme du roi, mais aussi pour les dangers invisibles du quotidien. Il devint coutume, pendant un temps, de bénir les portes et les linteaux des demeures nobles, symbole de prudence face aux imprévus. Certains prêtres composèrent même des prières spéciales pour se protéger d'une mort subite par négligence. Pendant ce temps, à l'étranger, les ennemis de la France ne manquaient aucune occasion de tourner l'incident en ridicule. Une plaisanterie cruelle fut racontée à la cour d'Henri VII d'Angleterre. La France, puissante par ses armées, s'est écroulée sur une pierre basse. Quelle humilité lui a semblé haute. Même certains humanistes italiens s'en moquaient dans des pamphlets qui circulaient clandestinement entre les cours.
Un roi ne tombe pas au combat, mais à sa propre mort. Tel est le sort de ceux qui refusent de s'incliner devant la vie. Et pourtant, au fil du temps, la figure de Charles VIII fut revalorisée. Non pas pour ses conquêtes ou ses lois, mais pour le message unique que sa mort laissa derrière elle, le rappel que le pouvoir, aussi grand soit-il, n'élimine pas les risques de la plus simple négligence. Comme l'écrivait un chroniqueur anonyme en 1502, l'homme qui voulait conquérir Naples a été vaincu par une pierre d'Amboise. Cette phrase, répétée dans les textes, les peintures murales et même les chansons populaires depuis des décennies, résume le drame et la leçon laissée par le roi qui ne s'est pas incliné. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa mort ni à l'accession au trône de Louis XII. Il reste un dernier élément de cette histoire que peu connaissent, le sort du linteau même qui l'a tué. Et comment un roi ultérieur, obsédé par le symbolique, ordonna qu'il soit modifié, mais pas détruit. Même si cela peut paraître incroyable, le linteau de pierre sous lequel Charles VIII s'est cogné la tête n'a pas été détruit, il n'a pas été traité comme un ennemi, ni retiré par honte. Au contraire, il a été préservé. Car dans la mémoire française, ce seuil est devenu plus qu'une pierre. Il est devenu symbole de mortalité, d'humilité et de destinée. Louis XII, le roi qui succéda à Charles, a ordonné qu'une plaque discrète soit placée à l'endroit exact où l'accident s'est produit, à l'intérieur du château d'Amboise. L'inscription disait « Ici est tombé le roi Charles VIII », pour nous rappeler que personne, pas même le plus grand, n'est exempté de s'incliner devant le destin. Pendant des siècles, ce linteau était connu par les locaux sous le nom de « la pierre du roi têtu ». Même les rois ultérieurs, lorsqu'ils visitèrent le château, ils se sont penchés exprès passant, comme un geste symbolique de respect pour l'histoire et un avertissement à son propre ego. Aujourd'hui, le site peut être visité. Le linteau est toujours là, bien que renforcé, et de nombreux visiteurs du château s'inclinent légèrement en passant, certains sans savoir pourquoi. D'autres, conscients de l'histoire, le font avec un sourire gêné, conscients que la puissance, aussi majestueuse soit-elle, n'est jamais plus forte qu'une pierre basse, si l'on oublie de regarder en bas. Ainsi se termina l'histoire d'un roi qui voulait conquérir le monde, mais qui, il, n'a pas pu conquérir le toit de sa propre maison. Et comme le dit le vieux dicton qui a émergé après sa mort, « Celui qui ne se soumet pas à la vie sera soumis à la mort. » Une histoire curieuse, tragique et éternellement inoubliable.